Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Alors, le 18 mai 2026, notez bien cette date parce que la nouvelle réglementation sur les rapports de santé va vraiment bouleverser notre quotidien en ressources humaines. Aujourd'hui, on va transformer ce texte de loi un peu lourd en un véritable manuel opérationnel. On ne va pas juste lire les textes, non, on va plonger dans le concret. L'idée, c'est de comprendre exactement comment ces nouvelles normes vont changer la donne dans nos entreprises et surtout, quelles actions stratégiques on doit mettre en place là tout de suite. Allez, c'est parti! Au menu de notre analyse d'aujourd'hui, on commence par les nouvelles limites de temps. Ensuite, on verra les formulations obligatoires pour les accidents du travail. On passera au processus d'objection de l'employeur. Puis, on va explorer une faille juridique, un petit piège assez fascinant caché dans les textes. Et on terminera par vos solutions stratégiques en RH. Première partie, les limites de temps et les nouvelles règles du jeu. Bon, la première chose à savoir, c'est que la nouvelle réglementation sert vraiment la vie sur les rapports signés par un seul médecin. Fini la flexibilité d'avant qui nous donnait parfois des sueurs froides. Le premier chiffre clé à retenir, c'est 10. Désormais, un médecin seul ne peut vous accorder qu'un maximum de 10 jours de repos consécutifs sur un même rapport. C'est tout. C'est une limite ultra stricte pour forcer une vraie réévaluation médicale si ça doit durer plus longtemps. Fini les arrêts initiaux à rallonge sans vraie justification. Et ça nous amène au deuxième chiffre magique, 40. Ça, c'est la limite absolue. C'est le nombre maximum de jours de repos qu'un collaborateur peut cumuler via des rapports de médecins uniques sur une année civile entière. Dès que ce fameux plafond de 40 jours est atteint, stop. Un médecin seul n'a plus du tout l'autorité pour donner ne serait-ce qu'un seul jour de plus. À ce stade, c'est passage obligatoire devant un comité médical, un conseil de santé. Impossible de contourner ça. Maintenant, parlons de la règle du jour civil. Et croyez-moi, elle est d'une rigidité absolue. Imaginez la scène. On est mercredi, il est 20h. Un de vos employés va chez le médecin et obtient un arrêt de 2 jours. Eh bien, selon la nouvelle règle, le premier jour de cet arrêt, c'est ce mercredi, même s'il est 20h. Il se termine à 23h59. Le deuxième jour couvre le jeudi, jusqu'à 23h59. Résultat, le vendredi matin, le retour au poste n'est absolument pas optionnel. Ce n'est pas une suggestion, c'est la loi. S'il n'est pas là le vendredi matin, c'est une absence injustifiée. Point final. On passe à la deuxième section, les formulations exactes pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Vous savez, ce vocabulaire médical flou qui transformait nos dossiers RH en un véritable casse-tête, eh bien c'est de l'histoire ancienne. Le législateur veut de la clarté, de la vraie. Les médecins n'ont plus le droit de faire des sous-entendus ou d'utiliser des descriptions vagues. S'il y a la moindre suspicion d'une pathologie liée au travail, ils doivent obligatoirement écrire noir sur blanc « diagnostic préliminaire de maladie professionnelle ». Pareil pour les accidents du travail, c'est soit explicitement lié à un accident du travail, soit non lié. Cette évolution radicale ferme enfin la porte aux interprétations sans fin qui nous faisaient perdre un temps fou. Troisième partie, et non des moindres, le processus d'objection de l'employeur. Alors là, attention, c'est le moment où la loi nous donne un véritable super-pouvoir. Les entreprises ont désormais le droit d'exiger qu'un rapport médical suspect soit réévalué par un hôpital arbitre. Mais on ne peut pas le faire n'importe quand. Il y a des déclencheurs très précis. Vous pouvez contester si un seul rapport dépasse 2 jours ou si un employé cumule plus de 5 jours d'arrêt dans l'année. Par contre, petit bémol, et c'est important, pour le secteur privé, c'est l'employeur qui doit payer l'intégralité des frais de santé de cet hôpital arbitre. Donc oui, c'est un droit très puissant, mais qui a un coût direct pour l'entreprise. Et le détail absolument critique de ce droit d'objection, c'est le délai. 30 jours. Le chrono démarre à la seconde même où le rapport médical est soumis par votre collaborateur. En tant que département RH, on a très exactement 30 jours, pas un de plus, pour monter le dossier et déposer l'objection officielle. Si on rate le coche, c'est terminé. Le droit de contester s'évapore complètement. Autant dire qu'il va falloir être d'une réactivité clinique. Allez, on aborde la section 4, la fameuse faille juridique cachée. C'est là que ça devient fascinant. L'article 63 a l'air super solide, on a notre super pouvoir d'objection, mais il cache un véritable cheval de Troie. Posez-vous la question, que se passe-t-il si l'employé refuse tout simplement d'aller à ce rendez-vous à l'hôpital arbitre? Eh oui, c'est l'ironie parfaite de l'administration, ils ont pondu un texte pour tout encadrer, mais ils ont oublié le grain de sable le plus évident. C'est le piège le plus complexe que l'on va devoir démêler. Regardez comment la loi gère ça, c'est d'une asymétrie ahurissante. Si un employé conteste son propre rapport mais laisse tomber en cours de route, le texte dit clairement que le rapport initial redevient valide automatiquement. Par contre, quand c'est nous, l'entreprise, qui contestons et que l'employé décide de boycotter la visite de contrôle, l'employeur reçoit juste une petite notification disant qu'il ne s'est pas présenté et pouf, le dossier électronique est clôturé. Le texte de loi s'arrête net. Et là, on touche au cœur du problème. Comme on le voit ici, la réglementation ne prévoit absolument aucune norme juridique pour déterminer le statut de ce fameux rapport de départ. Réfléchissons 2 secondes. Vu que l'employé n'y est pas allé,
Aucun médecin n'a pu l'examiner. Donc, ce rapport suspect n'a jamais été officiellement annulé par un avis médical supérieur. Il continue d'exister. Il flotte dans une sorte de zone grise juridique où il n'est ni validé ni officiellement rejeté. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la section 5, les solutions stratégiques pour les professionnels des RH. Face à ce vide total dans la loi, la stratégie devient notre seule bouée de sauvetage. L'erreur fatale, le truc à ne surtout pas faire, ce serait de licencier l'employé en disant « vous avez présenté un faux rapport ». Pourquoi ? Parce que juridiquement, le document n'a jamais été invalidé par un médecin. Devant un juge, on perdrait presque à coup sûr. Non, le vrai pivot stratégique, c'est de l'attaquer sur l'insubordination. Vous exigez une défense écrite, on ne sanctionne plus le document médical en lui-même, on sanctionne le fait que l'employé a refusé de suivre une instruction légale et légitime de son employeur. Et ça, c'est une rupture de son devoir de loyauté envers l'entreprise. C'est imparable. Alors, pour conclure ce décryptage, j'ai une question d'urgence absolue à vous poser. Vos procédures internes et vos formulaires disciplinaires actuels sont-ils véritablement prêts à affronter cet angle mort réglementaire ? Je vous conseille fortement de mettre à jour ces documents dès aujourd'hui. Comprendre et maîtriser cette différence subtile entre un simple litige médical et une vraie faute disciplinaire pour insubordination, ce sera la clé absolue pour naviguer avec succès et protéger nos institutions dans ce nouveau paysage.